Moi, ce qui m'intéresse beaucoup ce soir, c'est le rôle de la femme dans tout ça. Alors, accueillons Daniel qui va nous parler ce soir de l'initiation et peut-être celui de la femme aussi. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est la première fois qu'elle interview et le titre de la conférence va être l'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau. C'est pas? Alors, oui, mais c'est que Mario va tout dire ça avant. Je trouvais ça assez original, n'est-ce pas? Que ça, c'est bien. Si tu répètes pas ce que moi je vais dire, bon, ils ont changé le fauteuil. Ça, c'est pas pire, ça. Ça, c'est le fauteuil de la femme, c'est le fauteuil de l'homme. Ah, sérieusement, vous savez, c'est des fauteuils authentiques. Et puis, les femmes, à l'époque, avaient des grandes robes. Vous avez pas connu ça, vous autres, là? Puis, les dossiers sont beaucoup plus bas que les dossiers de l'homme. Donc, l'initiation de la femme ce soir, c'est de... Et puis, l'homme peut s'accoter les coudes. Puis, la femme est toujours... Vous pourrez observer les photos. Les photos de... Les femmes sont toujours le dos rond, bas, puis l'homme est bien à côté. Faudra changer ces chaises-là en entraque, Bon. Je me sens très bien dans la mienne. Oui, ça, j'imagine. Alors, pour l'initiation, à quoi cela peut-il ressembler, l'initiation dans l'ère du Verseau? Bon, ça, c'est des questions que Que j'ai préparées, oui. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça peut avoir là, l'initiation. Non, moi non plus. Toi non plus. Bon, on va en parler, puis on va découvrir des choses. Bon, qu'est-ce qu'une initiation? Une initiation, c'est un terme intéressant qui, normalement, désigne l'apprentissage de la sagesse. Donc, si on veut parler d'initiation, et on peut parler aussi d'initiation, c'est-à-dire le passage de l'humain dans un événement qui va le forger par le feu. Ignace, feu, initiation ou initiation. Donc, normalement, lorsqu'on parle d'initiation, on s'attend à entrevoir un événement qui peut être dangereux pour l'humain, qui devrait normalement le forger, lui permettre de renaître ou de poursuivre, disons, son amélioration, son ascension, d'une façon améliorée, d'une façon plus forte. Normalement, celui qui a traversé une initiation, on l'appelle un initié. Et je crois beaucoup d'entre vous connaissez déjà le terme initié et on a comme stéréotype d'un initié un peu un maître. Normalement, d'un initié, on devrait être jaloux. Si on est ce que j'appelle l'homme ancien, pas d'un initié, on devrait être jaloux. On devrait, si on est un homme ancien, rechercher les initiations. C'est facile, évidemment, une petite initiation comme ça qui te permettent au moins de te valoriser, mais qui n'amène pas nécessairement à l'humain ce qu'il a besoin. Alors, si on parle de l'initiation de l'humanité, les termes de l'Antiquité qui parlent d'initiation vont s'appeler Apocalypse, vont s'appeler Fin du monde, vont s'appeler Millénium, vont s'appeler Âge d'or, Kreta Yoga, vont s'appeler différentes choses. Et c'est évidemment une initiation en ce sens que l'humanité devra, comme on dit souvent, passer ou trépasser. Trépasser, je veux dire passer 3 fois, se réessayer souvent. Bon, bien comprendre. Lorsque je parle de fin du monde, je parle de la fin d'un monde. Je ne parle pas de la fin de la planète Terre, c'est pas immédiatement qu'on va connaître ce genre de choses, c'est dans quelques millions d'années. Alors donc, l'initiation, c'est un événement. Initiation de l'humanité, c'est donc un événement planétaire. L'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau, c'est donc un événement planétaire qui est commencé et qui devra se vivre au cours des dizaines d'années qui viennent. Maintenant, il restera à savoir de quel genre d'initiation, évidemment, on va faire référence. Ouais, c'est justement à quel genre d'initiation? Est-ce qu'il va y avoir des initiés qui vont venir d'ailleurs ou si ça va être une initiation sur la planète? Bon, évidemment, ça plaît à l'homme d'espérer que des initiés, des maîtres, des sauveurs, des extraterrestres, des dieux ou des anges ou archanges viennent de l'extérieur pour venir prendre la main des pauvres petits humains aveugles et de pouvoir les traîner tel un troupeau grégaire vers un paradis, vers une Jérusalem céleste, vers une autre planète à bord de soucoupe volante, ou en simplement venir prendre la possession monopolique de tous les gouvernements planétaires pour créer un gouvernement mondial. Il y a une chose intéressante, c'est que les problèmes de l'homme sont entre les mains de l'homme. Et chaque fois que l'être humain veut envisager la possibilité d'être secouru par une intervention extérieure ou une intervention extraterrestre ou une intervention extra-humaine, intervention divine par exemple,
Lorsque nous abordons le phénomène de l'initiation, donc le phénomène de l'apocalypse ou le phénomène des temps actuels et des temps qui viennent, si on essaie de dire que l'être humain ne doit pas se fier à l'extraterrestrialité de son plan d'évolution, lorsque je dis que l'être humain est un terrestre extra et il n'a pas besoin d'extraterrestres pour venir l'aider, cela veut simplement dire que l'humain doit se réveiller. Faut bien comprendre que si, et il faut bien effectivement bien comprendre que si l'humain à un moment donné se ferait sauver, ça ne le rendrait pas intelligent. Si l'humain se fait aider, l'humain ne passe pas d'initiation. Si l'humain ne passe pas d'initiation, l'humain reste ce qu'il est. Si l'humain reste ce qu'il est et qu'on le sauve, ben si on le remet sur une planète, il va recommencer. Donc, si l'humain reste ce qu'il est, si l'humain est sauvé, et s'il est placé sur une autre planète, on devra le mettre dans un enclos, dans un package, comme on fait avec les animaux, parce que sinon l'homme va recommencer. La seule condition, et c'est la condition sine qua non pour que l'homme ne recommence pas, c'est qu'il soit exterminé ou qu'il soit initié. Un ou l'autre. Parce que si on dit on a plein de problèmes, c'est pollué, il y a des dangers de guerre, etc., c'est un problème humain. Alors, si à un moment donné, des extraterrestres viennent empêcher l'apocalypse, ils viennent tout régler, ben, autant éliminer l'humain. Parce qu'en fin de compte, si l'humain n'est pas capable de se prendre en main, d'ailleurs, c'est un humain, il devrait se mettre des mitaines, oui. S'il peut pas se prendre en main pour arriver à traverser cet hiver nucléaire qui s'en vient, ou qui peut s'en venir, ça ne sert à rien. Si on pense sauver l'humanité, on peut aussi penser exterminer l'humanité. Parce que si on a un chien qui est enragé, qui mord tout le monde, ben, si on attache le chien, on ne règle pas le problème du chien. On règle le problème de ceux qui sont mordus, mais pas le problème du chien. Dans le cas qui nous occupe, le chien, c'est l'homme. Alors, attacher l'homme ne réglera pas le problème de la pollution. C'est un peu comme si on ôtait des mains de l'homme toute la science, toute la technologie, ben, l'homme polluera plus. Le problème est réglé. Pas le problème de l'homme. Le problème de la pollution. Si on ôte des mains de l'homme toute forme d'armes, les couteaux de cuisine, les marteaux, les scies mécaniques, parce que non, on a l'imagination en masse, toute forme de choses pouvant servir d'armes, ben on règle le problème des guerres, on règle le problème de ces choses-là, quoique l'homme est suffisamment belligérant pour se battre à coups de poing. Mais enfin, si on élimine ce qui pourrait servir à l'homme à se battre, on règle le problème de la guerre, mais on ne règle pas le problème de l'homme. Donc, si on parle d'évolution améliorative, si on parle d'humanité, si on parle d'ère nouvelle, ça ne sera pas une ère nouvelle qui, à un moment donné, va apparaître, poussant l'ère ancienne, puis l'humain, lui, il reste sur place, puis il tombe dans l'ère nouvelle. Il y a beaucoup qui pensent ça. Les spiritualistes s'illusionnent de ceci. Un jour, il y a la guerre, et soudainement, la paix va pousser la guerre, et puis l'homme, restant le même, va se ramasser dans un monde de paix. Mais on en a un monde de paix. Les arbres ne nous attaquent pas. C'est rare que les bancs de neige se garochent sur les autos. C'est extrêmement rare que les éléphants viennent essayer de massacrer une ville. On n'est plus envahi par les bisons quand on dort la nuit dans nos tipis. Il y a la paix sur la planète. Il y a un problème, l'homme. J'ai déjà couché sur des plages absolument désertes en Amérique centrale. 25 000 de plages désertes, il y a quelques palmiers, des petits cossins. Tu dors là, les scorpions restent dans des noix de coco un peu pourries la nuit, donc ça va bien, il n'y a pas de danger. Et puis, tu te couches, tu te prépares à dormir, tu sors ton couteau de chasse, tu le places prêt, pour la simple raison qu'il y a un danger, l'homme. Tu vas camper sur les plages du Mexique, j'ai rencontré des gens qui ont très bien dormi, sauf que le lendemain matin, leur tente était déchirée à coups de couteau, puis il n'y a plus de sac à dos, il n'y a plus de choses dedans. Ça veut dire que s'il se serait réveillé, il se serait fait tuer. Il y a un danger, l'homme. J'ai dormi dans les Andes, en Amérique du Sud. Impeccable. Un seul problème, encore une fois, l'homme. J'ai dormi dans différentes jungles, dont l'Amazonie. Les jaguars, pas tellement dangereux. Les tarentules, c'est pas trop pire, on se promène avec un chapeau, alors ça va bien. Mais un problème, encore une fois, l'homme. L'homme peut porter un habit d'indigène, l'homme peut porter un habit militaire dans ces pays, l'homme peut porter un habit de police au Mexique, l'homme peut porter un habit, quel que soit l'habit, mais un problème, l'homme. Alors, si on veut parler d'ère nouvelle, ben évidemment, il y a un facteur massif. L'ère nouvelle ne s'adresse pas aux écureuils, l'ère nouvelle ne s'adresse pas aux chats, l'ère nouvelle ne s'adresse pas aux gazelles ni aux hippopotames, l'ère nouvelle s'adresse à l'homme. Et l'ère nouvelle ne peut pas apparaître tant que l'homme est tout à fait adapté à l'ère ancienne, à l'ère piscéenne, l'ère du poisson. Si l'homme veut devenir un être aquarien, un être relié ou adapté à l'ère du Verseau, faut comprendre quand on parle de Verseau, je ne parle pas de Verseau spirituellement. Je parle d'une chronologie astrale, c'est-à-dire que notre Soleil va pénétrer dans une constellation qui porte le nom de Verseau, et c'est pourquoi on parle d'ère du Verseau.
On peut évidemment, disons, la spiritualiser et amener un paquet d'idées astrologiques au niveau du Verseau, mais moi, je parle astronomiquement. Donc, faut comprendre que n'importe quelle chose de neuve et de bonne, c'est pour l'homme. Mais si l'homme n'est pas apte à vivre à l'intérieur, évidemment, cette chose n'arrivera jamais. Et c'est pourquoi que si on veut, ou si on pense, ou si on va vers une ère nouvelle, ben, il y aura évidemment une initiation avant. L'humain doit changer. Est-ce que c'est pour ça que tu associes initiation et apocalypse? C'est-tu le prix à payer, absolument, l'apocalypse? Bon, l'apocalypse veut dire révélation. Révélation, et si on veut traduire le terme exact, apocalypse veut dire révélation de choses passées ou présentes. Donc, si on fait référence à l'Apocalypse de Jean de Patmos, donc de Saint Jean, c'est une révélation de choses passées ou présentes, et non pas de choses à venir. Si on veut, par contre, faire un parallélisme avec les prophéties de Michel de Nostradamus, lui parle ou prétend parler de l'avenir. Edgar Cayce prétend parler de l'avenir. Jean 23 prétend parler de l'avenir. Malachie prétend parler de l'avenir, et on en a un bon paquet. Ils parlent tous de feu, de sang, d'épidémies, de maladies, de guerres et d'explosions nucléaires. Si on va au Pentagone, on est prophète de malheur aussi. Si on va en France, on est prophète de malheur. On va en Angleterre, on rencontre des personnes qui sont assez huppées et ils nous instruisent qu'ils ont des avions, des Boeing, qui sont en permanence 24 heures sur 24 nolisés, prêts à décoller de l'Angleterre pour se diriger vers les États-Unis. Et chacun a déjà son billet là-dedans. Il paie régulièrement, à tous les mois ou à tous les ans, dépendant des portefeuilles, cet avion, l'entretien et tout cela. Parce que si à un moment donné, on sent une pression un peu trop forte des pays de l'Est, ces personnes partent 24 heures sur 24, leurs avions sont prêts et ils s'en viennent aux États-Unis d'Amérique. Alors donc, demandons-leur pas s'ils pensent que la paix va apparaître sans initiation. Ils sont déjà prêts à sacrer le camp. Bon, alors donc, si on parle d'ère nouvelle avec une humanité comme nous la connaissons, vous savez qu'il y a des problèmes sur la planète. Il y a des raisons intelligentes à ce qu'il y a des problèmes. Mais on est au Canada, on est ici, et nous-mêmes, on vit déjà de problèmes sociaux d'une façon aussi incroyable que dans les pays sous-développés. Parce qu'on va dire, dans un pays sous-développé, où l'eau coule à 50, 100, 200, 300 pieds sous terre, comment font-ils pour ne pas être capables de creuser des puits et régler leurs problèmes de sécheresse? Et on peut aussi rentrer dans un hôpital, voir autant de patients dans les corridors que dans les chambres, et on peut se poser la même question. Bon, on peut aller dans un CLSC, on peut aller dans une clinique, on peut aller chez un dentiste, on peut se promener dans les rues embouteillées de Montréal à certaines heures, et on peut se poser la même question. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, même si le contexte est différent, la même question se pose. Pourquoi l'homme ne semble-t-il pas avoir suffisamment d'intelligence pour régler un problème, disons, qui l'occupe de son présent? Parce que l'homme semble n'avoir d'intelligence que pour régler les problèmes du passé. Ici, on a réglé nos problèmes d'eau. Alors, on est expérimenté pour régler les problèmes des autres pays. Ici, on a réglé notre problème d'électricité. Alors, on est expérimenté pour régler le problème des autres. Sauf que on a certains problèmes, et là, on va regarder ce qui se passe en Norvège, en Suède, en Allemagne, aux États-Unis, en France, pour voir quelles solutions ils appliquent, et après, on va régler nos problèmes à nous. Apparemment, l'homme n'a pas l'intelligence de régler les problèmes instantanés, les problèmes vivants, les problèmes qui l'occupent. On dirait même fondamentalement que l'humanité ancienne a la pertinence de chialer contre le présent et de régler que le passé. Ce qui crée des sociétés de cure, ce qui fait qu'à un moment donné, la société devient malade et on la guérit. Mais on ne peut pas l'entretenir parce qu'on est trop occupé à la guérir. Alors, si on parle d'apocalypse, c'est un terme qui, évidemment, fait peur à bien des gens. C'est un terme qui est refusé par d'autres gens. Certains vont dire, soyons positifs. Oui. C'est pas ce qui va empêcher une bombe de tomber. C'est pas ce qui va empêcher un accident d'auto. C'est pas ce qui va empêcher quoi que ce soit. Parce que si on est positif et que près de 3 milliards d'humains sont négatifs, faudrait être positif en maudit. Faudrait être positif à un point tel qu'il faudra avoir des armes suffisamment puissantes pour détruire ceux qui sont négatifs. D'ailleurs, c'est ce que les Soviétiques ont fait et c'est ce que les Américains ont fait. Ils sont positifs. Ils veulent la paix tous les deux. Alors, ils braquent chacun leurs armes les uns sur les autres et ils sont positifs. Ben oui, parce que les explosions nucléaires, ça fonctionne avec des choses positives. Ça, c'est de la physique. Enfin, ils sont très positifs. Oui. Apocalypse, si on veut parler de
l'antithèse, l'antipode, disons, de l'apothéose, donc la destruction, c'est-à-dire une initiation massive avec destruction de la matière qui permet à l'humain d'être sécure. Destruction des principes religieux pour la simple raison que, apparemment, les pouvoirs divins ou les pouvoirs théologiques n'ont pas la puissance d'arrêter le fléau scientifique, militaire, guerrier, belliqueux, humain. Si on parle d'apocalypse en ce sens que l'on veut parler de la Terre qui, à un moment donné, il y a des mouvements de certains continents, on a des plaques sismiques et on a une partie de la planète Terre de surface qui tend à remonter vers le nord et le nord ne veut pas bouger. Évidemment, ça crée des tremblements de terre au niveau de tout ce rassemblement de plaques. Alors, on a une courbe qui coupe l'Italie, qui coupe le Mexique, enfin, qui fait le tour de la Terre. Et évidemment, on a la fameuse faille de Santa Andrea. J'ai dit souvent qu'un jour, lorsque certaines choses seront finies ésotériquement au niveau de la Californie, que le Québec s'avérerait libéré parce que Saint-André travaille pour nous. Lorsqu'on me demandait, Saint-André, ouais, travaille pour nous? Oui. Alors aujourd'hui, je peux traduire Saint-André en espagnol Sant Andreas et on fait évidemment référence à une des plus grandes failles sismiques qui couvre un continent habité. D'ailleurs, il y a plus qu'une faille. Alors si on parle donc de l'apocalypse dans le sens tremblement de terre, raz-de-marée, et etc., ben évidemment, ça devient intéressant. Les conjonctures ne sont pas extraordinaires pour la simple raison que l'humanité n'a jamais passé plus de 30-35 ans sans faire de guerre, disons, à grande échelle. Ça fait 40, 45, 50 ans qu'on n'a pas eu de guerre. L'humanité connaît des cycles d'augmentation de problèmes sismiques. Alors, on n'aura peut-être pas plus de tremblements de terre qu'en 1873. Sauf que ça risque d'arriver dans un temps où l'humanité va rencontrer aussi des cycles de raz-de-marée. Ça risque d'arriver dans un temps où l'humanité va rencontrer des cycles économiques où, à un moment donné, on en arrive à un point tel que les contextes économiques des pays majeurs sont tellement instables que les investisseurs n'auront plus confiance dans ces pays, donc n'investiront plus, ce qui va entraîner évidemment une chute des devises monétaires, une chute évidemment de la structure capitaliste, une chute d'un paquet de choses. Ce qui engendre dans la psychologie de l'homme de l'insécurité. Et normalement, cette insécurité-là, jusqu'à date, historiquement, elle a toujours été balayée par des affrontements militaires qui, au moins, redonnent à l'être humain, s'il n'a plus le goût de vivre, lui redonnent au moins le goût de survivre. Alors, ce qui fait qu'on approche d'un paquet de phénomènes relativement intéressants où on devrait mathématiquement connaître une époque planétaire quelque peu mouvementée et quelque peu bouleversée. Tu disais un petit peu plus tôt que Apocalypse pouvait signifier révélation. Qu'est-ce qui reste à révéler à l'être humain, puisque plus ça change, plus c'est pareil? C'est-à-dire que plus ça change, moins c'est pareil. Mais l'humain ne changeant pas, voit toujours tout pareil. Donc, clarifions un peu les choses. Parce que c'est extrêmement changeant, les choses. Mais l'homme le voit pas. Bon, l'homme, il regarde ses mémoires, alors il peut pas voir que ça change, c'est bien évident. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, j'ai expliqué dans une conférence sur les mystères des secrets de Fatima que s'il y a une guerre, elle sera religieuse. Ce ne sera pas une guerre militaire territoriale ou scientifique, ce sera une guerre religieuse. Un djihad. Il sera, disons que Michel de Nostredame a quelque peu touché certains points relativement intéressants dans l'alliance entre l'URSS et le contexte, iranien et d'autres contextes de cette époque, disons de cette région. Par la suite, les Américains vont se battre évidemment contre ces personnes. L'Union soviétique va s'allier vers la fin aux États-Unis d'Amérique parce que l'Union soviétique est anti-religion. Elle va, en tout cas, il y a une panoplie de petites choses relativement intéressantes et on va finir par faire des choses intéressantes. Vous savez que si on veut éviter l'apocalypse, il y a une solution. Inviter les Soviétiques à venir nous envahir tout de suite. De cette façon, on évite complètement l'apocalypse et c'est la solution intelligente. L'humain étant ce qu'il est, on ne l'appliquera pas. Moi, je suis tout à fait pro-soviétique. Maintenant, il faut bien écouter pourquoi je suis pro-soviétique. Pour la simple raison que les Soviétiques sont le pouvoir le plus puissant qui peut être opposé au reste de la planète. Donc, aux États-Unis. Et le Canada, même si ça s'appelle Canada, disons que il y a une petite étoile transparente sur le drapeau américain, là. C'est le Canada. Bon. Alors,
parce que le Canada est un allié, c'est un intérêt américain, évidemment, c'est pas un ami. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si, ou bien les Soviétiques acceptent de s'américaniser, ou bien nous acceptons de nous soviétaliser. On n'a pas le choix. Si les Soviétiques nous envahissent et envahissent la planète, ils sont combien de millions, les Soviétiques? Disons 200 millions. 200 millions qui envahissent 4 milliards 800 millions, éliminons les Soviétiques, 4 milliards 600 millions d'humains. Ça veut dire que dans 3 ans d'ici, ils vont tous être assimilés. Et le problème est réglé. Mais évidemment, l'humain ne le fera pas. Parce que la solution est trop intelligente et c'est une solution qui est comme un jeu d'échecs d'une envergure planétaire. Alors l'humain n'a pas, présentement l'homme ancien, n'a pas la conscience planétaire lui permettant de pouvoir justement comprendre cette mécanicité. Alors on va donc s'opposer à ce genre de choses et tant qu'on aura différentes planètes sur la planète Terre, il y a de fortes chances que cette guerre planétaire arrive. C'est une solution évidemment à devenir soviétique, c'est-à-dire ouvrir nos frontières. Parce qu'on parle souvent contre ce qu'on appelle les importés dans le terme québécois. Ben oui, c'est évident que si toutes les frontières s'ouvrent à tout le monde, ça crée un pays planétaire. Alors on va dire, oui, mais eux autres, ils viennent, ils n'ont rien, puis ils viennent tout ramasser ce qu'on a. Oui, d'accord. Mais c'est quoi le problème des pays sous-développés? C'est que les pays riches sont là avec leurs usines et leurs industries, ils ramassent tout ce qu'ils ont. Bon, échange pour échange. Ils sont pas si pires. Ça demanderait 10 ans d'adaptation à la planète Terre pour au genre humain, mais ça réglerait tous les problèmes. Encore là, n'y comptons pas. La Deuxième Guerre mondiale, elle avait de l'intelligence. Elle était faite par des êtres humains qui étaient ignorants, mais ils s'étaient manipulés par des forces hautement intelligentes. Je dis souvent qu'il n'y a rien qui se passe sur la planète qui ne soit pas intelligent. L'homme ancien, l'homme transitif souvent, quand je parle de l'homme, je parle de la femme, ayant une conscience nombritique, ne voyant que son nombril, ne peut pas considérer l'intelligence d'une action massive ou planétaire. La Deuxième Guerre mondiale, elle a obligé une immensité d'humains à devoir changer de patrie, changer de terre, changer de pays, et ça l'a créé une race, en l'occurrence les États-Unis, mais évidemment, ça l'a créé une race planétaire qui commence à se mélanger au niveau des sangs, qui commence à se mélanger au niveau des religions, au niveau des morales, au niveau des philosophies, au niveau des traditions, au niveau de tout cela. Et disons que c'est un point extrêmement intéressant parce que premièrement, ça permet d'engendrer une race physique drôlement plus solide, ce qui permet à l'intelligence, dans l'Antiquité on appelait ça l'esprit, à l'intelligence supramentale de pouvoir être supportée par un véhicule humain plus consistant, plus neurologiquement solide. L'homme d'aujourd'hui, ça permet en même temps d'éliminer une panoplie de traditions par fusion de ces personnes et de ces moralités, de ces éducations, de tous les schémas des différentes ethnies. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain résiste toujours. Moi, si un jour je déménage en Égypte, je deviendrai égyptien. Le problème, c'est que tous ceux qui s'en vont dans d'autres pays veulent rester ce qu'ils étaient. Ils refusent d'être assimilés. Et ça, c'est le problème majeur. On peut le constater au Québec, le refus d'assimilation. J'en ai déjà parlé. On a le Chinatown, on a Saint-Léonard, on a le quartier juif, on a le quartier grec. Je n'ai rien contre les Grecs, je n'ai rien contre les Juifs, je n'ai rien contre les Chinois. Le seul problème, c'est que tant que tu es Chinois et que tu n'es pas Québécois, évidemment, il y aura un racisme. Tant que tu es Haïtien et non pas Québécois, il y aura un problème. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est là-dedans. Alors moi, j'ai fait une panoplie de voyages à travers la planète et j'ai toujours été accepté, mais accepté d'une façon absolument impeccable. Pour la simple raison que, vibratoirement, j'étais l'un des leurs. Mais c'est normal, et j'aimais le pays. J'avais pas la nostalgie de mon pays parce que j'étais là. Si j'étais au Pérou, si j'étais à telle place ou à telle place, j'étais là. Alors, si on aurait des hommes et des femmes qui seraient capables, justement, de changer de place et de s'assimiler, refuser, abandonner leur mémoire du passé, ça ne sert plus à rien. Ça ne t'empêche pas d'envoyer de l'argent à tes parents, ou etc., mais je parle d'attitude psychologique de vie. On n'en a pas. Alors, automatiquement, il faudra faire en sorte, pour que cette humanité nouvelle apparaisse, regardons simplement, si on pose la question, y aura-t-il une apocalypse? Oui. Y aura-t-il une apocalypse aussi meurtrière que tout ce qui est prédit? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Maintenant, on va dire, ouais, mais c'est plate, c'est une maudite conférence, tu vas là, puis tu parles d'apocalypse. Bon, ça me ferait penser, moi, quand je tirais les cartes d'un marché aux puces à un moment donné, parce que je vendais pas mes vidanges, je vendais plus. Alors, je sors un jeu de tarot pour le fun, j'ai pas besoin de ça, mais ça devient intéressant, ça attire les gens. Et puis les gens venaient me voir, puis ils me disaient, OK, j'accepte, mais à condition que vous me disiez rien de mauvais. Aucun problème, on va vous dire, avec des belles choses, asseyez-vous. Mais c'est la même chose.
La refus de la réalité. Comptabilisons. Qu'est-ce que c'est que l'ère nouvelle? Un ère de paix. Avec des humains qui ne vivent même pas en paix dans leur cœur et même pas en paix dans leurs conditions de travail et même pas en paix dans leurs conditions familiales. Il faudrait exclure l'humain si on veut l'ère de paix. Un ère de création. Alors que l'humain est un plagieur continuel, alors que l'humain se lève contre son voisin qui un jour invente ou crée quelque chose, alors que l'humain se dresse contre celui qui, à un moment donné, réussit en affaires parce qu'il crée comme ça, alors que l'humain se dresse contre celui qui s'habille différemment parce que c'est sa créativité, il y aura un problème. On va dire un air d'amour. Alors que l'humain aujourd'hui souffre encore d'aimer, alors que plusieurs humains ont peur de tomber en amour pour ne pas souffrir, alors que les humains ont continuellement des guerres d'amour, des crimes passionnels, des chicanes au niveau de l'amour, alors que l'humain se sert de l'amour pour manipuler les familles, les enfants, les adultes et les autres. Si tu m'aimes, tu feras pas ça. Bon, paquet de conneries comme ça. Et on parle d'une ère nouvelle où il y aura de l'amour. Ben, faudra éliminer l'humain, encore une fois. Ou faudra initier l'humain. On parle d'un ère d'intelligence, de conséquentialité, où l'être humain va être individuellement conscient qu'il ne doit plus polluer, qu'il doit s'alimenter convenablement, qu'il ne doit pas vendre outre mesure ce qui entretient la vie. Ben, on va ramasser ça où? On parle d'irradier les aliments. Et en même temps, on parle de mettre dans les supermarchés des aliments biologiques. Ça veut dire que les aliments irradiés, il n'y a personne qui va en prendre. Ça veut dire qu'on va simplement les exporter. Tant qu'on a une humanité qui est nationalisme, donc qui se dit « je suis moi » par rapport au reste, ben évidemment, on a un maudit problème pour la nouvelle. Alors, de quelle façon faire en sorte que l'humain se dit « je ne suis pas, je suis planétaire » et tout à fait ouvert ou cas qu'il y aurait d'autres choses. Bon, mais je suis au moins un humain planétaire, citoyen de la Terre, de la boule. Ben, pour que l'humain en arrive à pouvoir dire ça, vous savez, quand vous rentrez sur un terrain privé, dans la forêt, vous marchez, vous ramassez des bleuets, des petites framboises, des murs, puis vous rentrez, mais vous voyez pas les pancartes, il n'y en a pas sur le bord du chemin, vous êtes à l'intérieur du champ ou de la forêt. Ben, le propriétaire vous saute dessus, puis là, c'est ceci, c'est cela, puis sous peine d'on peut vous poursuivre. Mais quand l'écureuil traverse sa maudite clôture et qu'il rentre chez lui, il ne poursuit pas. Quand le chevreuil traverse, il est bien content. Mais un être écologique humain fait bien moins de dommages qu'un écureuil ou un chevreuil, mais on va poursuivre l'humain. On va gueuler contre l'humain. Alors, on a des frontières de pays parce qu'on veut que le problème reste chez eux, puis les autres, ils veulent que nos problèmes restent chez nous. Mais les problèmes sont souvent, justement, induits, constitués par ces choses-là. Si on peut éliminer la drogue dans un pays, ben, si le pays est planétaire, on peut l'éliminer aussi, on n'a pas besoin de mettre de frontières. La frontière matérielle devient une frontière humaine, devient donc une frontière sociale, donc une frontière psychologique, donc une frontière nationale, souvent une frontière théologique ou religieuse. Alors, on parle d'ère nouvelle. Vous savez, si on fait une ère nouvelle au Québec, les autres sont pas contents. S'ils font une ère nouvelle en Écosse, on serait pas content. Premièrement, et c'est évident qu'il y aura 95% de nos spiritualistes qui vont prendre l'avion, le bateau, puis qui vont prendre le radeau, les chaloupes pneumatiques, qui vont ramer jusqu'en Écosse parce que c'est l'ère nouvelle-là, ils vont vouloir y aller. Rendu là-bas, ben, tu sais, l'Écosse, c'est gros de même, il va y avoir 1 million d'humains qui vont vouloir rentrer là, puis l'ère nouvelle, oublie-la. Bon. Alors, il y a donc une problématique évidente. Faut détruire les frontières, faut détruire le racisme, faut que l'humain devienne, sache ce que c'est que l'amour intelligent et non plus l'amour sélectif psychologique. Faut que l'humain soit capable d'être sécurisé de par lui-même, de par sa condition d'humain, et non plus par les conditions extérieures, qui l'amènent à toujours vouloir ramasser. Alors, à un moment donné, ben, tu ramasses et les autres ont moins. Faudra donc que l'humain soit tout à fait muté. Faudra que l'humanité vive une mutation totale. Est-ce que d'ailleurs, c'est ce qui est commencé quand on parle de l'homme ancien, de la personne transitive, de l'homme nouveau? C'est une mutation qui est physique, qui est neuronique, qui est donc psychologique, et qui lentement s'étend. Elle commence au Québec. Bon, c'est plate, mais c'est comme ça. C'est au Québec que cette mutation de l'humanité commence. Historiquement parlant, le contexte indo-européen a vu apparaître le premier phénomène de race neurologique blanche avec une peau plus ou moins pâle. Cette race s'est étendue sur différents territoires. Ça l'a induit l'Égypte, ça l'a induit la Grèce, ça l'a induit une panoplie de peuplades, dont les Nordiques, une grosse partie de l'Europe.
Lentement, ces Nordiques, ces Vikings ont migré vers ici. Il y a eu une migration à l'inverse de l'autre côté par l'une des races, dont disons des sous-races de cette race indo-européenne. Et les conditions d'évolution d'une humanité sont toujours régies par la mémoire historique contenue par un continent. Cela veut dire que plus le pays a de la mémoire historique, plus les individus seront patriotiques, nationalistes, bouchés, fermés. Plus une terre est neuve, donc n'a pas connu massivement d'histoire humaine, plus les humains qui seront dessus seront ouverts, seront libérés d'un phénomène de conscience collective et auront l'impression de cette terre promise, cette terre nouvelle. L'Amérique ayant été le dernier contingent de surface planétaire, disons, habité par l'humain d'une façon massive, il va de soi que l'Amérique devenait mécaniquement une terre de liberté. D'ailleurs, la statue en fait office. Oui, d'accord, elle tourne le dos aux États-Unis maintenant, mais enfin, la statue est quand même là pour parler de liberté. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec, le Canada le Québec se trouve, comme la majorité du Canada, sur la première terre de surface planétaire, sur le bouclier canadien, qui continue de notre planète. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, égrégorement parlant, historico-mémoriellement parlant, il n'y a rien eu sur notre continent. Alors, on va dire, oui, mais il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis. Parfait. Mais dans le contexte du Québec, il n'y a jamais eu de guerre. Il y a eu des altercations entre les Hurons et les Iroquois, entre les Français et les Anglais, et entre quelques Portugais, puis quelques coureurs des bois, puis quelques coureurs de jupons. Bon, il y a eu quelques altercations. D'accord. Mais ce n'était pas, vous savez, à l'époque, les petites flèches donnaient pas le même résultat que ce qu'on avait au niveau de la guerre de sécession. La guerre de sécession, c'était pas compliqué. On n'avait pas de mitraillettes. Enfin, on avait quelques-unes. On n'avait pas de grenades. Mais on tirait des balles grosses de même. Quand ça blessait un bras, ça arrachait le bras. Alors, on avait autant de mutilés que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors donc, le Québec, pardon, est une terre privilégiée, premièrement, parce que historiquement parlant, c'est jamais rien passé dessus. Il sera temps qu'on commence à faire de quoi. Mais ça, on a commencé de toute façon. Puis ça n'est même pas conscient chez l'humain, chez le Québécois. Ce n'est pas intentionnel chez lui. Alors, si on veut brièvement résumer, évidemment, du Québec va partir tout ce qui va servir de palliatif, de restructuration d'un monde ou de bombe à l'apocalypse. Si je te comprends bien, le Québec est privilégié, mais il y a des nations sur la Terre qui sont moins privilégiées que le Québec. Ça veut dire qu'il y en a qui vont disparaître complètement? T'es sur les questions, pas pire. Bon, si tu poses des questions précises et claires, on va répondre précises et claires. C'est évident qu'il y a des continents qui vont subir des torts relativement irréparables. C'est évident qu'il y a des nations complètes qui vont être pulvérisées. C'est évident aussi que le Québec, lorsqu'on dit qu'il est privilégié, il est privilégié après l'apocalypse. Parce que le Québec, il va souffrir en maudit. Mais il est privilégié après l'apocalypse pour la simple raison que ceux qui vont être capables de reconstruire, ce sera des gens qui proviendront du Québec. Et encore une fois, on fait référence au Québec ésotérique, donc disons, à la moitié du Canada ou aux trois quarts du Canada, c'est-à-dire à tout ce qui est, disons, sur le bouclier canadien. La problématique du Québec, c'est que le bouclier canadien s'arrête un petit peu au nord des plaines du Saint-Laurent. Cela voudrait dire qu'on exclut tous les cantons de l'Est et tout ce qui descend vers le sud. Et on peut se demander, pourquoi y a-t-il tant de spiritualité alors dans les cantons de l'Est? Pourquoi à un moment donné, il y a eu une recrudescence? Enfin, tous les endroits, les camps, les centres, enfin, une panoplie de choses. C'était dans les cantons de l'Est et il y en a encore plusieurs. Alors pourquoi dirions-nous que ça va être éliminé? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, pendant énormément de temps, depuis que l'humain a une conscience individuelle qui lui permet d'avoir peur de la mort, depuis que l'humain a donc cette conscience d'évolution, l'humain a toujours fonctionné d'une façon illusoire, c'est-à-dire qu'il imaginait ce qu'il ne pouvait comprendre, il imaginait ce qu'il ne pouvait voir ou percevoir, et à partir de ce qu'il avait imaginé, il le communiquait à d'autres. Comme les autres énergisaient son imagination, on finissait par accréditer l'imagination comme étant une réalité, créant des concepts, des spéculations, des théories, et créant tout un monde d'illusions qui sert de référence à l'homme aujourd'hui pour poursuivre son évolution. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité peut être définie de deux façons. Spirit, esprit. Moi, j'appelle ça de l'espiritualité pour faire une nuance entre la spiritualité de l'homme ancien, une spiritualité conventionnelle, une spiritualité qui, en fin de compte, n'a plus rien à voir avec l'esprit, mais n'est reliée qu'au plan de l'âme, donc au plan de la mémoire.
Une spiritualité, par exemple, qui va faire en sorte qu'un être humain va adorer ou va prier une croix de bois, une icône, une statue de terre glaise, où l'humain, en fin de compte, ne veut plus communiquer avec ce qui, à l'origine, devait être recherché, l'esprit, mais où l'humain se contente simplement d'avoir son idole, son truc sur lui, et se sentir en sécurité. C'est de la spiritualité, c'est-à-dire que c'est une farce. La spiritualité, lorsque l'être humain ne tente que d'expliquer le présent à partir des livres traditionnels venant du passé, ça aussi c'est une illusion. Ces livres ont été écrits et ont relativement toujours été chambardés par des hommes nouveaux qui arrivaient à un moment donné et qui instruisaient de nouvelles choses. On les plaçait dans les livres. Étant donné que l'humain a plusieurs milliers d'années de mémoire au niveau génétique et au niveau social ou socialo-planétaire, aujourd'hui, on refuse obstinément de rajouter quoi que ce soit au livre de l'Antiquité, alors que dans l'Antiquité, on en rajoutait plus ou moins régulièrement. Jusqu'au jour où, à un moment donné, on a commencé à plus vouloir. Exactement comme si on pourrait dire, les humains du passé avaient le contact avec les forces de Dieu, et les humains d'aujourd'hui ne l'ont pas ou n'ont pas le droit de l'avoir. Toutes les théologies qui existent présentement sur la planète, c'est sûr qu'un individu ou deux peut la vivre différemment. Mais on parle de spiritualité, c'est-à-dire exactement comme l'idée, bon, mais moi, je vais à la messe tous les dimanches, donc je suis correct. C'est de la spiritualité, c'est-à-dire que c'est de l'illusion. Bon, moi, j'ai été me confesser, donc je suis blanc. C'est de la spiritualité aussi, c'est de l'illusion. Bon, moi, j'ai un autel chez moi, donc en partant, je suis sans doute mieux vu aux yeux de Dieu qu'un autre. C'est de l'illusion. Moi, je fais ceci, je fais cela, je fais etc., etc. C'est de la spiritualité. Parce que la majorité des humains le font pour recevoir un beigne, un cadeau, un gâteau, un paradis, un nirvana, quelque chose des mains de Dieu. Autrement dit, elles têtent régulièrement et elles veulent acheter leur Dieu. L'humain qui vit sa vie comme il doit la vivre et qui se fait fi des traditions pour lui, pour les autres. Pour les autres, ça peut être soutenant, utile, mais ça reste que c'est de la spiritualité, c'est-à-dire que toute forme de théologie qui va être vécue d'une façon spirituelle dans ce genre est une théologie qui ne permet pas à l'humain de se libérer de la théologie. Donc, l'humain reste l'esclave de la technique. Religion reliée, religaresse, se relier à Dieu. C'est donc une technique. Mais lorsque l'humain est l'esclave de la technique, il ne peut pas. Si l'humain, un jour, décide d'abandonner la technique lui dit, Dieu t'abandonne aussi. De prier pendant 95 ans. À 96 ans, tu dis, je prends un break, je ne prie plus pendant un an. Dieu t'abandonne. Tu n'as pas prié pendant 95 ans. À 96 ans, tu pries un an de temps, puis tu es sauvé. Il y a un problème magistral, et c'est ce que j'appelle, moi, la spiritualité. Donc, c'est un des grands plans de l'illusion. Lorsque l'homme, les clés de presque toutes les théologies ont été bien cachées et ont été oubliées, l'homme ne sait même plus ce que c'est, enfin, la majorité ne savent plus non plus. Et on fonctionne par de l'espoir. On parle de 144 800 quelques élus. Disons, prenons les termes de la Bible, 144 000 élus. Et on dit aussi qu'à la fin des temps, les morts revivront une résurrection. Mais s'il y a 144 000 qui restent, et qu'ils proviennent tous des vivants, les morts vont renaître dans quel corps? C'est un gros problème. Parce que à travers les survivants de la planète, apparemment, les forces divines vont placer d'un seau dans le front, dès qu'ils vont étamper, 144 000 personnes. Puis la résurrection des morts, ils vont prendre corps où? J'ai déjà expliqué cette mécanicité qui faisait, mais ça, on ne parle pas de cette ère nouvelle. L'ère nouvelle, il y aura beaucoup plus que 144 000 personnes. Vers l'an 2013, l'an 2020, il y aura plus que 144 000 personnes vivant sur la planète. Sauf que lorsque l'on parle de la fin du millénium, parce que là, si on se réfère un peu à Jean de Patmos, son apocalypse dure près de 13 800 ans. Alors on a le temps. Mais elle commence, disons qu'elle est commencée un peu. Ce qu'il faut comprendre, j'ai déjà expliqué un petit peu, on va juste résumer et clarifier encore des choses, même pour ceux qui avaient entendu l'explication, c'est que on parle souvent de Dieu et on va dire que l'être humain est en esprit frère et sœur, c'est-à-dire qu'on provient de la même chose. Bon, toutes les théologies sont d'une certaine envergure, sont d'accord sur ce point. Si on provient de la même chose, comment se fait-il qu'on soit un paquet sur la planète à provenir de la même chose? Y a-t-il une raison intelligente pour qu'on ait été, à un moment donné, divisé en plusieurs dizaines de milliards d'humains?
Parce que si on est 4 milliards 800 millions, donc on approche de 900 millions présentement, si on est 4 milliards 900 millions sur la planète présentement qui vivent, il faut calculer les milliards et les milliards d'individus qui ne vivent plus et qui ont vécu. Ceux-là aussi ont porté de l'esprit à un moment donné. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet esprit arrivant dans un contexte, disons, universel, ne peut pas être supporté par l'atomicité, par la matière de cet univers. Il doit d'être divisé. Lorsque ces faisceaux pénètrent dans notre galaxie, elles ne peuvent pas être soutenues et elles sont divisées en 12 faisceaux. Lorsque ces faisceaux rentrent dans le contexte de notre système solaire, elles sont redivisées. Lorsque ces faisceaux pénètrent à l'échelle de la planète Terre n'étant pas de la matière suffisamment résistante, pour supporter ces faisceaux, on les redivise et on a les milliards d'humains. Il y a 12 faisceaux majeurs au niveau d'un contexte supramental, c'est-à-dire que si l'on veut faire référence à l'Esprit Saint, donc au contexte supramental, on doit faire référence à 12 esprits saints, c'est-à-dire à 12 faisceaux primordiaux de cette intelligence supramentale dans notre galaxie, qui est un petit élément évolutif de notre univers, qui est un petit élément évolutif de notre super-univers, qui est un tout petit élément de cette création qui contient plusieurs super-univers, et toute une panoplie de choses jusqu'à l'atome et jusqu'à plus petit que l'atome. La planète Terre fait partie de quelque chose qui est redivisible jusqu'à l'atome et l'humain est le phénomène évolutif matériel qui aura un jour la possibilité de supporter de l'intelligence sans que l'intelligence n'ait besoin de devenir matière. Et c'est le rôle de l'homme d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ces 12 faisceaux pourront être supportés par les humains, il y aura donc une fusion réincarnative de tous ceux qui sont ou qui ont vécu reliés à ce même esprit ou à ce même faisceau. Et lorsque les humains on parle de résurrection des morts, moi je parle de réincarnation fusionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'à un moment donné on aura 1 milliard d'humains sur la planète, tous ceux qui seront morts et qui devront se réincarner ou ressusciter, le feront pas dans leur corps physique, mais le feront simplement par affinité vibratoire du point de vue de l'esprit. Cela veut dire qu'à un moment donné, vous allez bien, vous autres ici, parce que c'est commencé déjà chez l'humain du Québec, et évidemment à quelques places sur la planète. Un jour, on va bien, tout marche, tout d'un coup, pouf! Tout s'écrase, plus d'énergie, angoisse, on ne sait plus ce qui se passe, on devient irritable, on vient simplement d'absorber des entités qui sont nos propres frères et sœurs en esprit, donc des entités expérientielles comme nous, qui maintenant viennent de se réincarner dans un corps physique qui est le nôtre, ce qui fait qu'on doit donc supporter leur poids et misère. Le Nazaréen ayant supporté le 13e faisceau d'énergie, il a donc supporté le poids de son humanité à lui, le poids évidemment et les péchés du monde, de son monde à lui, mais plus cela va aller, plus les humains devront faire cela. À un moment donné, on va reparler de cette mécanicité dans une conférence qui va porter le titre « Ce que le Nazaréen n'a pas dit ». Conférence du mois de mars, je crois. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que, pourquoi penses-tu que le Nazaréen, qui est d'ailleurs le seul, disons, qui a eu une fusion totale avec son esprit à l'échelle de la planète, avait 12 apôtres principales, 63 secondaires, évidemment, une panoplie de fans. Chacun des apôtres avait été pris, premièrement, comme ça, disons, au hasard, c'est-à-dire qu'il a pris un tel, pour le désassujettir totalement de sa mémoire. C'est-à-dire de la mémoire, tout à l'heure, je parlais de la mémoire planétaire. Alors, il ramassait un mec, puis il disait, toi, je te nomme Simon. Baptise-les, t'échanges de nom. Parce que le nom, c'est la forme. La semaine prochaine, pourquoi avoir un nom? On va s'amuser en maudit. Parce que c'est une manipulation relativement intéressante, le nom, et c'est un assujettissement à des mémoires qui ne vous appartiennent plus, ou qui ne vous appartiennent pas en tout. Le nom. Le Nazaréen arrivait, disait, toi, Simon, Simon-Pierre, toi, Judas, toi, Marc. Il les baptisait. Il éliminait ces mémoires familiales et génétiques de ces gens-là. Pourquoi 12 apôtres? Pourquoi pas 13 ou 14 ou etc.? Lui, il était ce 13e faisceau. Il supportait le poids de son esprit et le poids de son humanité. Chacun de ces apôtres était un être qui vivait. Et ce n'étaient pas des frères et des sœurs en esprit, eux autres. Non. Ben, dans un autre plan, oui. C'est-à-dire au niveau du contexte super-universel, oui. Mais pas au niveau du contexte de l'Esprit Saint, contexte supramental ou contexte de l'intelligence galactique. 12 apôtres, 12, transporteurs de ce faisceau. Tiens, je fouille un peu. Dans la Bible, on parle aussi 144 000 élus. Pourquoi ce mot du chiffre? Parce qu'il y aura 12 tribus de 12 000. Oui, 12 tribus. C'est les 12 faisceaux. On n'a pas le choix. 12 000. Le chiffre est pas, on arrondit, c'est 144 800, puis j'ai déjà dit 53. Mais on arrondit. Bon, ça c'est intéressant. Alors donc, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que notre humanité s'en va vers, on parle de ces 144 000 élus,
Ça veut dire que toute l'humanité antérieure et présente sera inclue dans ces 144 000 personnes, mais c'est d'ici quelques milliers d'années. Donc, c'est pas intéressant qu'on en parle tout de suite. Cette initiation dans l'ère du Verseau, elle est importante. Pourquoi? Parce que, ou bien l'humain s'auto-initie immédiatement, donc l'humain découvre des choses qui l'assujettissent, découvre des choses qui le manipulent, découvre premièrement la manipulation. Faut que l'humain découvre consciemment qu'il n'a pas de libre arbitre, dans le sens où son ego veut qu'il en ait un. Faut que l'humain découvre que l'amour qu'il exprime est souvent un amour manipulé. J'aime ça, puis j'aime pas ça. Un amour sélectif qui n'a foutrement rien à voir avec l'amour comme tel. Faut que l'humain découvre ces petites choses. Faut que l'humain finisse par ne plus s'assujettir aux phénomènes stressants du passé. Vous savez, quand à un moment donné, vous voulez dormir, puis ça pense. T'sais, on pense dans votre tête. Vous n'êtes pas capable d'arrêter. Et ça, être manipulé. Bon, à un moment donné, l'individu dit des choses. C'est pas ça qu'il voulait dire. Mais ça, on parle à sa place. L'humain ne le sait pas. L'humain ne veut pas le savoir. L'humain est même trop orgueilleux. On a un libre arbitre. Il faudrait que l'humain un jour le conscientise qu'il n'en a pas de libre arbitre, que c'est une illusion. C'est l'un des plus grands pièges de ce que je peux appeler pour l'instant les forces d'involution à l'échelle de notre planète, le libre arbitre. Vous avez un libre arbitre, automatiquement, on peut vous inculquer la culpabilité. Puis là, on vous ramasse. C'est fait. C'est fait. L'humain, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, si tu poses la question en tremblant, c'est que tu ne l'as pas fait. Parce que si tu envoies le « pourquoi j'ai fait ça », tu ne l'as pas fait. Il y a quelque chose chez toi qui l'a fait. Puis toi, tu penses que c'est toi, donc tu te culpabilises parce que tu es convaincu du libre arbitre. L'humain n'a pas de libre arbitre, pas qu'on me le conçoit. Mais ça, on pourrait revenir. Deuxième partie, vous avez des questions, on pourra aussi élaborer, mais on va revenir là-dessus. L'humain doit donc conscientiser ces différentes choses. Et s'il y a des humains, d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui le font, lorsque l'humain individuellement, et je répète que l'évolution, c'est un phénomène qui doit être fait individuellement. On n'a pas besoin de maître pour évoluer. On n'a pas besoin de gourou. On n'a pas besoin de ces choses-là. On a besoin peut-être d'un livre de temps en temps. Bon, écouter une conférence, ça peut aider, ça peut nuire, ça dépend des individus. On a juste besoin de comprendre l'intelligence d'être son seul maître. Si on est son seul maître, cela voudra dire que l'apocalypse des autres ne sera pas la tienne. La personne va dire, oui, mais tu sais, si une bombe tombe à Montréal, l'apocalypse des autres ou non, c'est même si c'est le bombe. T'es dans le ville. Hey, c'est ça le problème. Mais il y a une chose intéressante, c'est que dans l'Antiquité, ce phénomène extrêmement brut s'appelait l'instinct. Lorsque l'humanité s'est raffinée encore, et en neurologie, on pourrait dire en esprit, mais en neurologie, cet instinct a porté le nom d'intuition. Évoluant encore, cette intuition porte le nom de contact supramental, d'intelligence. Lorsque l'humain est centré chez lui, lorsque l'humain, donc, ne fait pas référence aux autres, il annonce un tremblement de terre, mais pourtant, personne n'a l'air à paniquer. Pour moi, c'est ça. Tu vois des choses par passer dans le ciel, ben, pour moi, personne n'a l'air... On va attendre. Mais à un moment donné, il y a un humain qui va sentir. Il n'aura pas peur. Mais il va comme sentir qu'il a le goût des bleuets au lac Saint-Jean. Mais il va se dire, je m'en vais cueillir des bleuets au lac Saint-Jean. On va le traiter de fou, mais il sait, c'est pas les maudits bleuets. C'est évident. Mieux vaut être bleu que rouge, mais en tout cas, je parle si la bombe saute, tu sais. Fait du rouge, je parle pas politiquement, là. Alors, notre bonhomme, notre bonne femme va voir cette chose. Quand on dit souvent l'être qui évolue spirituellement, cette spiritualité illusoire, pas toute la spiritualité, mais celle-là, où c'est que sont les territoires sécures au Québec? Puis moi, je suis fendant. Quand ce sera le temps que tu y ailles, tu sauras. Si je dis c'est là, il va y avoir 6 millions d'humains là. Je ne serai pas là. C'est évident. C'est réglé. Si tout le monde s'en va dans le nord, reste à Montréal. Tu sais, le bombe, ils vont être tirés dans le nord. Tu sais, c'est militaire, c'est stratégique leur affaire. Tu sais. Bon. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'est-ce qui va faire que, à un moment donné, il y a des humains qui vont commencer des migrations. On en a toujours eu dans l'Antiquité des migrations inexpliquées. Les Gitanes, les Tixanes, les Romanichels étaient des gens justement qui migraient. Et lorsqu'à un moment donné, ils sentaient comme on s'en allait. Un mois après, la tuberculose frappait toutes les vaches. Il se passait une épidémie. Les gens qui comprenaient rien disaient quoi? C'est ces maudits-là qui nous ont jeté un sort.
Non, ils partaient avant que ça arrive, ils le sentaient. Mais évidemment, on disait, ils partaient puis ils nous ont jeté un sort. Non, ils restaient là 1 an, 2 ans, 3 ans, sacré le camp, la peste bubonique arrivait. C'était les Romanichels qui avaient jeté un sort. Non, les Romanichels s'en allaient. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Romanichels ont commencé à lâcher le roulotte. Ils sont installés partout dans des lieux fixes. Il n'y a plus de place sur la planète où ils peuvent s'en aller pour éviter ce qui s'en vient. Bon, mais il y en a des places, mais pas collectivement. Leur phénomène s'éteint. Bon, je dis pas ça pour épeurer. Vous dites, l'humain, il n'a pas besoin de ça. Il peut avoir des vues, puis il peut se faire peur en masse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces prophètes-là et tous ceux qui ont passé dans l'Antiquité parlent tous d'un apothéose après l'Apocalypse. Alors, lorsque l'humain se prépare à survivre à l'Apocalypse, c'est qu'il se prépare à mourir dans l'Apocalypse. Oh, il peut rester vivant après, mais c'est pas lui qui va reconstruire les choses. L'être humain doit se préparer à cette apothéose, à cette ère nouvelle. L'initiation de l'humanité, c'est une initiation qui sera collective, orchestrée par la collectivité, donc par le système planétaire inconscient de l'homme. Mais lorsqu'un humain devient son seul maître dans sa conscience, lorsque l'humain veut se prendre en main, ben, ça change des choses. Vous allez dire, oui, mais si à un moment donné, je me fais arracher un bras, tu sais, ça va changer quoi, Tu souffriras pas de ton bras arraché. Ça change tout. Tu n'auras jamais eu 2 bras. Tu auras toujours eu un bras. Parce que l'humain d'aujourd'hui a 2 bras, puis il se dit pas, sac, manque un bras. Mais non, il n'y a pas dans sa mémoire qu'il y a eu 3 bras. Il n'a pas eu non plus. Tu as eu une queue, mais pas eu ben, enfin, il en a encore une, mais tant qu'il y en a eu 2, puis il y en a qui en avait une. Bon. Une queue par en arrière. Tout le monde en avait une, à un moment donné. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain qui se dit, ben, il me manque un bras, ben non, vous en souffrez pas de ne pas avoir ce bras-là, de ne pas avoir 6 doigts. On souffre même de n'en avoir 6. Parce que tout le monde en a 5. C'est ça le collectivisme. Alors, à un moment donné, cet homme nouveau, cette femme nouvelle, cet enfant nouveau vont être capables de vivre de l'instantanéité. Cela veut dire que toute trace d'événement négatif ne pourra pas être faite chez eux. Un événement va passer, ça ne laissera pas de traces chez eux. Ils vont se coucher le soir et ils vont dormir. Les autres ne dormiront pas. Les autres vont avoir de maudits problèmes à vivre. Pourquoi? Parce que les autres ne vivront pas avec le temps qui passe. Ils vont accumuler cet apocalypse chez eux. Et c'est là qu'on va vivre l'apocalypse. Il y a déjà des humains qui la vivent, l'apocalypse, dans leur tête. Hein? Ceux qui ont des abris nucléaires chez eux. Tu sais, c'est beau, t'as un abri nucléaire, tu rentres là-dedans, tu fermes tout. Qui c'est qui va venir te chercher pour sortir? Peut-être tu vas sortir voir. Bon, mais si c'était pas le temps, vaut pas la peine de rentrer. T'sais, l'humain vit dans un 5,5, 2 toilettes, ça chicane. Mais dans un récipient gros comme la toilette, pas de toilette. Ça va être comment? Ben, ils ont des petits sacs, des petits cossins, je comprends. Bon. Mais ça va être comment? Tu prends des humains, tu les mets sur un petit bateau, un petit voilier de 65 pieds de long, puis tu les laisses 1 mois de temps sur la mer, puis il y a des chicanes, c'est dangereux. Parce que marcher 1 mille pour rendre service, ça se fait. Sur un bateau, aller à l'autre bout du pont du bateau, ça va être aussi loin qu'1 mille après 1 mois de mer. Mais dans son récipient. L'humain pense à survivre de son corps physique. C'est ridicule parce que l'humain qui va sortir des abris nucléaires va être des humains qui n'auront pas été initiés. Ils vont recommencer à se battre, ils vont recommencer à piller, ils vont recommencer à s'initier. Faudra que l'humain change. C'est sûr que si l'humain change d'aujourd'hui, ça ne changera pas le problème planétaire. L'humain, sa planète ne le changera pas. On m'a déjà posé la question au niveau, dans une conférence spéciale, pourquoi il y avait tant de misère dans d'autres pays? Pourquoi il y avait des guerres continuelles dans des pays sous-développés? Ben, il y a des explications qui sont tout à fait intelligentes. Il n'y a rien sur la planète qui ne marche pas par intelligence. Si on fait juste parler de l'idée que lorsque les humains vont dans le monde de la mort, j'aborde un gros phénomène, mais ça peut peut-être expliquer un peu de cette phénoménologie de l'initiation. Si les humains du Québec changent des choses, pour eux, ça va changer. Il y a des humains dans d'autres pays qui vont changer aussi, mais la majorité vont se retrouver au Québec. D'ailleurs, il y a des personnes qui viennent de d'autres pays qui migrent vers le Québec. Ce ne sont pas des immigrants, ce sont des Québécois qui sont venus au monde ailleurs. Ils s'en viennent ici parce que eux font partie de cette race nouvelle et qu'ils soient bruns, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient n'importe quoi, eux migrent vers leur terre. Tellurique. Ils sont nés dans un autre pays parce qu'il y avait des conditions à naître dans un autre pays. Il y avait des choses qu'eux devaient finaliser dans ces pays-là au niveau énergétique. Ils s'en viennent ici, renforcer la race du Québec, et ils s'en viennent ici parce que c'est leur terre. Alors donc, ce sont des Québécois.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que si chacun des individus d'ici commence à vérifier cette initiation, c'est-à-dire à conscientiser l'intelligence de l'évolution individuelle, on ne devient pas individualiste, on travaille en groupe, c'est plus facile, plus brillant, mais on pense individuellement. Ce qui arrive, c'est que ces humains vont être des humains qui vont évidemment transcender cet apocalypse, mais de quelle façon, à un moment donné, y a-t-il de quelle façon les pauvres, par exemple, les pauvres types ou les pauvres femmes qui se battent ou qui meurent de faim ou de guerre dans des pays qu'on les appelle sous-développés. Enfin, on les a pas encore, on leur a pas développé le portrait complet. Ce qu'on veut dire par sous-développé, ça va de soi quand même. Bon. Ces pays, de quelle façon vont-ils revenir sur le contexte planétaire? Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir la moitié des, je sais pas moi, de tel pays qui va te renaître dans la tête? Ben non. Il y a une explication qui doit être comprise à un moment donné, et c'est l'intelligence même de ces contextes, disons, qui nous paraissent abominables au niveau du tiers-monde, par exemple, parce que le tiers-monde, il y a une raison intelligente du tiers-monde sur la planète Terre, une raison mauditement intelligente. C'est beau que l'humain veuille encore les aider, mais vous savez, ça ne sert à rien l'aide qu'on leur apporte, pour la simple raison qu'il y a une raison intelligente, et parce que l'humain qui veut aider ne comprend pas cette raison, ben les forces d'intelligence manipulent les gouvernements de ces pays de façon à ce que tout ce qu'on leur envoie sert à bien d'autres choses. L'intelligence, c'est quoi? C'est que ces humains se doivent, lorsqu'ils vont être dans le monde de la mort, d'avoir vécu suffisamment d'expériences similaires ensemble. Vous savez qu'on a appris, enfin, vous avez sans doute appris ça, vous autres, lorsque, dans le catéchisme ou je ne sais plus quoi, lorsque l'on va au ciel, on retrouve ceux qu'on a aimés et on les retrouve à jamais, pour l'éternité. C'est ce qui arrive. On se fusionne à eux et on devient un avec eux. Bon, c'est ce que ça veut dire. Mais donc, et lorsque ces personnes du tiers-monde, par exemple, ou de ces pays, meurent, étant donné que dans leur mémoire, il n'y a que la même chose, dans le monde de la mort, ils sont fusionnés. Ce qui fait que, par exemple, 1 million de Chinois, à un moment donné, on aura 100 000 Chinois, à un moment donné, on aura 10 000 Chinois, et là, on aura donc une race beaucoup plus forte qui sera la supportrice de toute la nation complète. Alors, c'est donc tout à fait intelligent et normal que des pays qui ont une surpopulation vivent des événements similaires de façon, justement, à régler ces choses-là. Dernièrement, on me demandait oui, mais tu sais, si le Québec, c'est la terre nouvelle, où il y aura les hommes nouveaux, où il y aura... On n'a pas beaucoup d'enfants, on va faire comment? 2 raisons majeures à cette dénatalité. Raison intelligente. Premièrement, il y a de l'évolution qui se passe dans le corps et dans la tête des Québécois et des Québécoises. Cela veut dire que génétiquement, ces personnes cellularisent leur évolution. Donc, leur évolution sera transmissible par les génétiques d'ici 10 ans. Pas le temps d'avoir des enfants, ils n'auront pas des corps suffisamment pour supporter l'évolution de leurs parents. Il y a quelques enfants qui naissent qui sont des enfants nouveaux. Depuis 75, entre autres, on en a un bon paquet. Mais c'est normal qu'il y ait une dénatalité. Et autre chose, comment voulez-vous forcer l'homme ancien à accepter la migration des Québécois d'autres origines, d'autres couleurs cutanées, s'il y en a plein d'enfants? Mais si on n'a plus d'enfants, on va se dire, crime, faut faire qu'on fasse venir des immigrants. Il y a des immigrants qui viennent, qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire ici. Ils restent pas longtemps. L'école pour l'Ontario. L'Ontario ne fait pas toute partie du bouclier canadien, des écoles pour les Amériques, enfin, c'était les États-Unis d'Amérique, etc. Alors donc, 2 raisons massivement intelligentes. La première, permettre aux Québécois immigrants de revenir sur leur terre tellurique. Et deuxièmement, retarder la procréation, parce que lorsque vous aurez suffisamment cellularisé les choses, lorsque vous allez génétiquement créer un enfant, il aura un corps physique capable de supporter ce qui s'en vient au niveau du contact avec l'intelligence. Certains vont dire, oui, mais moi, à l'âge que j'ai, je ne procréerai pas. C'est évident. Pas à vous autres que je parle non plus. Bon, vous autres, vous allez peut-être être capable de muter votre corps physique, donc de devenir de cet homme nouveau, parce que ça ne regarde pas l'âge. Mais c'est évident que vous ne procréerez peut-être pas. Mais on parle de la dénatalité, ça s'adresse évidemment à tous les jeunes qui ne veulent, ou à tous ceux qui peuvent avoir des enfants et qui, en fin de compte, n'en ont pas. Parce qu'il faut comprendre que l'initiation de l'humanité dans l'ère du Verseau, si on parle de l'initiation exclusive du Québec, c'est-à-dire de l'apparition de cet homme nouveau, vous savez, l'homme nouveau, c'est pas un truc que j'ai inventé, j'ai constaté puis j'ai mis un nom là-dessus, c'est tout. Hein? C'est pas une philosophie, j'ai mis un nom sur un phénomène que j'observais. Les personnes qui se disent âgées, à un moment donné, ils se diront plus âgés. Ils vont comprendre que leur véhicule terrestre a une certaine dégradation. Ils vont comprendre qu'ils peuvent peut-être le reformer, le rajeunir. Mais qu'on ait 85 ans, ou disons un peu plus jeune, 72 ans, c'est évident que n'importe quelle de ces personnes peut carrément muter et devenir un homme nouveau. Ça n'a rien à voir avec l'âge. La personne peut avoir 20 ans, 19 ans, 18 ans et être typiquement
avoir les caractères de l'homme ancien, c'est-à-dire si la personne va vivre de la tradition, elle va vivre de l'opinion des autres, elle va vivre de la conscience collective, elle va avoir besoin des sondages pour se décider. Lorsqu'elle va quelque part où elle ne sait pas où ce que c'est, parce qu'à un moment donné, il y a du monde sans doute qui sort du métro Crémazie, puis là, ils se disent, c'est où le centre de l'universalité? Tiens, il y a plein de monde qui vont là, on va y suivre. Puis constater qu'ils venaient pas ici. Hein? Bon. Alors, à un moment donné, les humains qui fonctionnent collectivement, ben, ils ont certains de ces problèmes. Et ça ne regarde pas l'âge. Ça, faut bien le comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, ben oui, mais, tu sais, à l'âge où je suis rendu, la mutation, elle se fait dans la tête, elle ne se fait pas dans tout le phénomène mémoriel, elle ne se fait pas dans votre passé. Alors, à l'âge où vous êtes rendu, ben, si vous avez de la difficulté à oublier votre dernière blonde, puis vous avez 18 ans, vous êtes aussi pogné que celui qui a 95 ans, qui a de la misère à oublier toute sa vie. C'est question simplement, non pas d'oubli, juste question d'ouvrir les yeux sur la réalité, qu'on ait 12 ans ou qu'on ait 150 ans. Juste ouvrir les yeux sur la réalité et en fin de compte dire, tiens, c'est beau. À partir de maintenant, je vis de cela. Et je ne me dis pas, tiens, ça se couvre, c'est moins beau. C'est le passé. Un nuage, c'est beau. Une tempête de neige, c'est génial, c'est un fait. Vibratoirement, c'est cela. La pluie aussi. Puis le soleil aussi. Sauf que lorsque l'humain vit de ce qu'il aimerait, qu'il a 12 ans ou 195 ans, il est un homme ancien. Vous avez des questions, vous les posez par écrit, il y a des papiers de l'autre côté. Et puis, lors de la deuxième partie, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors, un petit entracte. Il y a Mario Gosselin, je pense, qui s'en vient en courant pour vous faire quelques petits messages. Je vous abandonne avec Mario. Merci.